Bonjour à tous, on change un peu de format pour cette vidéo hors série qui est à considérer comme de la pure réflexion. Alors soyez indulgents, et si je me trompe, pas la peine de vous déchaîner, il vous suffit de me le signaler poliment. Ceci étant dit, revenons-en au sujet de cet épisode. Vous en avez tous entendu parler, l'énergie libre. Ouais, sauf que ça, c'est tout sauf un système à énergie libre. Pour le comprendre, je vous conseille cette vidéo. Elle va vous expliquer pourquoi tout ça, c'est juste du grand n'importe quoi. L'énergie libre, ça n'existe pas. Alors oui, je vais en décevoir certains, mais la physique, c'est la physique. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce principe physique, fondamental, est toujours vérifié. Alors si vous pensez avoir trouvé une machine, autrement dit un cycle énergétique, qui crée de l'énergie avec des aimants permanents, c'est que vous êtes planté quelque part. Car ça, ce n'est pas physiquement possible. Ça ne marche pas. Mais alors, ce serait quoi cette fameuse énergie libre dont tout le monde parle? Eh bien, je préfère l'approche de Nikola Tesla, respectueux des lois fondamentales de la physique, et qui disait plutôt que nous serions autonomes en énergie lorsque nous saurions accrocher les engrenages de nos machines aux engrenages de la nature. Et c'est ce que l'on fait, concrètement. En fait, le secret de l'énergie dite libre, c'est de ne pas avoir à payer, énergétiquement parlant, une partie de l'énergie nécessaire à fermer le cycle complet. Avec un barrage hydroélectrique, par exemple, on récupère l'énergie générée par la descente de l'eau, que l'on transforme en électricité via des turbines, de très très grosses dynamos, si je puis dire. Sauf que tout ceci est bien beau, mais il faut bien ramener cette eau en haut de la montagne, à un moment ou à un autre. Sinon, le cycle s'arrête, il n'y a plus d'eau pour faire tourner les turbines. Oui, mais dans ce cas, ce qui est bien pratique, c'est que c'est la nature qui s'en charge. Le cycle naturel de l'eau ramène l'eau en haut de la montagne, ce qui nous permet de ne pas payer, si je puis dire, l'énergie nécessaire pour ramener l'eau en haut. En fait, on triche. Pour nous, cette partie du cycle, la remontée de l'eau en haut de la montagne, est transparente. Et énergétiquement, elle est gratuite. Free en anglais. Ou libre, si vous préférez. Free energy. Alors gardez cela en tête, si on n'a pas à assumer une partie de l'énergie nécessaire à fermer un cycle énergétique, alors on peut récupérer l'équivalent de cette énergie, entre guillemets, gratuitement, pour peu qu'on soit un peu malin. Et c'est avec cette idée à l'esprit que je voulais partager avec vous un extrait d'une conférence de Julien Bobroff, qui est enseignant-chercheur à l'université Paris-Sud. Le scientifique qui conduit une expérience qui va vous montrer qu'il existe des phénomènes naturels que nous ne connaissons pas ou peu, et qui pourraient peut-être, eux aussi, nous servir à récupérer un peu d'énergie à pas cher. Dans cette vidéo, vous verrez notamment comment un objet en céramique réagit à des températures extrêmement froides, et peut ainsi changer d'état en passant d'un état physique dit normal à un état quantique. Alors ne prenez pas peur, je vous demande simplement d'être particulièrement vigilant sur ce qui fait changer cet objet d'état, et quelles sont les conséquences sur ce qu'on appelle le système ou le référentiel de cet objet. En clair, je vous demande d'être vigilant sur les forces auxquelles est soumise la pastille en céramique dans cette vidéo, en fonction de son état quantique ou normal, et donc en fonction de sa température. Je vous reprends juste après. C'est une céramique, donc c'est vraiment comme une céramique chez vous, vous savez, un mug ou une assiette ou un truc comme ça. Cette céramique est un des plus grands mystères de la physique moderne actuelle. C'est à peu près aussi mystérieux et maintenant encore plus mystérieux que le boson de Higgs. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui arrive à cette céramique quand on la refroidit. Et moi, je vais regarder l'effet d'un aimant dessus. Donc j'ai emmené avec moi le meilleur aimant au monde, qui coûte à peu près 15 centimes sur Internet. C'est fait à base de néodyme de fer et de bore, c'est un alliage. Et je vais regarder l'effet de cet aimant sur la pastille noire. D'accord, vous êtes prêts? Et il ne se passe absolument rien, et ça on aurait pu s'en douter. Vous pouvez prendre un mug chez vous, vous pouvez approcher tous les aimants que vous voulez, ça colle pas. Je vais faire maintenant la même manip en refroidissant très près du zéro absolu. Donc ça, cet azote liquide, c'est du liquide à moins 200 degrés. Ce que je vais faire maintenant, c'est refroidir ma céramique de tout à l'heure avec de l'azote liquide. Je vais attendre que ça se calme. Quand ça se sera calmé, ça voudra dire que l'azote liquide a lui-même mouillé la pastille, qui est maintenant à moins 200 degrés. Je prends l'aimant et je vais l'approcher de la pastille pour essayer de voir si cette fois-ci la pastille ne s'est pas transformée en aimant, si elle-même ne colle pas. Et ce que vous voyez, on triche pas, hein, c'est pas de la magie, c'est de la physique. Hein. Ça, j'appelle ça de la lévitation quantique, je vous dirai après pourquoi. Je tiens à distance. Alors si j'essaie de pousser comme une brute, j'arrive pas à toucher, si un peu. Par contre, regardez, ça flotte, mais moins haut. Vous le voyez encore flotter? On le voit flotter, hein. Je regardais, je remets ma feuille de papier dessous. Ça continue à léviter.
Et maintenant, je vais retirer l'aimant. Je vais enlever l'aimant, enlever la pastille et les mettre à côté. C'est-à-dire laisser la céramique se réchauffer. On reste là-dessus, en gros plan, et on attend. Ça demande un peu de patience, la physique, parfois. La céramique s'est réchauffée. La céramique s'est réchauffée. En se réchauffant, a perdu cette espèce d'état complètement incroyable supraconducteur. Et vous avez vu, dès que ça n'est plus supraconducteur, au même moment où ça reconduit le courant de façon tout à fait pourrie, comme dans une céramique normale, l'aimant arrête de léviter. Vous avez vu, hein, c'est assez dingue. Hein. D'ailleurs, je vous conseille de visionner sa vidéo en entier. Le lien est en description. C'est passionnant. Alors, que voit-on dans cette vidéo? On y voit un objet en céramique qui, lorsqu'il refroidit au-dessous de moins 195 degrés Celsius, se met à repousser un aimant qui se met à léviter. En clair, avant, la pastille subissait uniquement la gravité. Elle reposait tranquille au fond de sa coupole en verre. Puis d'un coup, sa température passant sous la température de changement de l'état normal vers l'état quantique, cette pastille, en plus de subir la gravité, va d'un coup subir également la répulsion de l'aimant, la fameuse lévitation quantique. Sauf que la pastille ne peut pas traverser la table, et finalement, c'est l'aimant qui est sustenté. Et cette expérience m'a donné une idée, que je veux partager avec vous. Alors encore une fois, je ne suis pas physicien, je ne prétends pas avoir raison, c'est le moment curieux ici. Alors, on est curieux. Si, au lieu de mettre l'aimant au-dessus de la pastille en céramique, on le mettait sous la coupole en verre, on placerait alors la pastille en céramique dans l'azote liquide. Pour le moment, la pastille est dans son état physique standard, elle ne subit que la gravité. Or, quand la pastille aura suffisamment refroidi, qu'elle se rapproche de moins 195 degrés Celsius, que va-t-il se passer? D'un coup, elle bascule dans un autre état. Elle bascule dans un référentiel quantique. Elle ne répond plus aux mêmes lois physiques qu'il y a une seconde. Tout à coup, en plus de la gravité, elle se met à subir la répulsion de l'aimant, qu'elle ignorait jusqu'alors. Enfin plutôt, la lévitation quantique. Vous me suivez? Alors je continue. La pastille de céramique est donc repoussée par l'aimant. Elle se met à léviter. Si on choisit bien notre aimant et le niveau d'azote dans la coupole, la pastille va finir par se retrouver hors du liquide, en sustentation au-dessus de l'azote. Un peu comme on l'a vu dans la vidéo, sauf que là, c'était l'aimant qui flottait au-dessus de l'azote. Le truc malin, c'est qu'une fois que la pastille sera hors de l'azote, fatalement, elle va se réchauffer. Et fatalement, elle va retomber. Bah oui, en se réchauffant, elle va naturellement quitter cet état quantique, perdre ses propriétés supraconductrices, et là, plus de lévitation. Seule la gravité agit. Donc la pastille retombe dans l'azote. Et dans l'azote, elle refroidit. Elle change alors, encore une fois, d'état, et donc de référentiel. Et d'un coup, elle est de nouveau repoussée par l'aimant. Ensuite, rebelote, la pastille se retrouve hors de l'azote, se réchauffe, puis finit par retomber, puis se refroidit, se remet ensuite à léviter au-dessus de l'azote, se réchauffe, etc., etc., etc. Intéressant, non? Ce qu'on vient de faire en plaçant l'aimant sous la coupole en verre, ça s'appelle un moteur quantique. Et ce moteur est quelque peu particulier, car au mouvement retour, c'est la gravité qui s'en charge. Et ça, c'est bien pratique. Alors oui, ça peut paraître un peu fou, mais avec une telle idée, on n'invente rien, on ne brise aucune loi fondamentale. La seule chose, c'est qu'on active ou on désactive la propriété quantique de la céramique, ce qui permet de déclencher une réaction, la lévitation quantique, en relation avec l'aimant et son champ magnétique, qui ne plaît pas du tout à la céramique quand elle est dans un état quantique, alors qu'en temps normal, elle ne réagit pas au champ magnétique de l'aimant. C'est comme si on arrivait à activer et désactiver un aimant permanent à chaque passage de cette fameuse roue. Et là, votre roue avec vos billes en acier, forcément, elle tournerait bien mieux. Pas mal, non? Mais il me reste un dernier point à préciser. Vous allez me dire, oui, mais quid de l'énergie pour emmener l'ensemble du système à moins 195 degrés? Car oui, le cycle que je vous ai proposé part d'un état initial avec une pastille et de l'azote déjà refroidi. Alors bien entendu, cette énergie, il faudrait la produire. Et tant qu'à faire, la produire de manière verte, à travers les productions d'énergie verte que l'on connaît actuellement, le solaire, l'éolien ou toute autre forme de production d'énergie verte. L'idée étant de pouvoir remplacer nos moteurs à combustion actuels, dépendants du pétrole, avec les conséquences sur le CO2 que nous connaissons actuellement, mais également les moteurs à batterie électrique, qui sont l'alternative que nous venons de trouver, mais qui eux aussi dépendent de ressources minières illimitées et qui, à terme, ne seront pas une solution. Nous ne pourrons pas équiper tous nos véhicules avec les batteries, et ces batteries ont un taux de recyclage de 70%. C'est une ressource finie, ce n'est donc pas une solution pérenne. La solution proposée
avec ce moteur quantique permettrait donc d'alimenter un moteur pour se déplacer, et ce moteur serait alimenté par de l'air liquide que nous pourrions produire directement chez nous, dans notre garage, à l'aide d'un compresseur. Un compresseur, encore une fois, alimenté par de l'électricité, mais il ne tient qu'à nous de l'alimenter avec de l'électricité verte. Alors le dernier point que je dois aborder avec vous, c'est la fréquence du mouvement. Le problème avec la température, c'est son inertie. En effet, pour perdre quelques degrés, la température est l'élément qui met le plus de temps à switcher, comparativement aux pressions, au débit ou tout autre élément physique. Pour compenser cela, la solution serait de réduire au maximum la taille du piston, en basculant vers la microtechnologie, voire la nanotechnologie. Ce qui signifie que nos moteurs, au lieu d'avoir 1, 4 ou 6 pistons, en auraient peut-être 100, 1000, voire 10 000. Pour obtenir un basculement rapide de la pastille, et ainsi pouvoir récupérer certes une toute petite force par piston, mais multipliée par le nombre de pistons, et vu la fréquence que nous obtiendrions, nous pourrions dans ce cas obtenir un mouvement exploitable dans un cadre de motorisation nécessitant des accélérations rapides pour permettre un déplacement. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo et la proposition de moteurs quantiques fonctionnant à l'air liquide. L'idée étant bien entendu, vous l'aurez compris, de trouver une solution aux émissions de CO2 qui sont à l'origine du réchauffement climatique, mais également de trouver une solution au stockage d'énergie qui pour le moment utilise des batteries électrochimiques polluantes et non pérennes. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode, et surtout, n'oubliez pas de rester curieux.